Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle chaîne Tech & Co et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Auparavant, vous nous suiviez avec 01 Hebdo. Dorénavant, ce sera Tech Hebdo et on se retrouvera comme d'habitude à la même heure, le même jour, chaque jeudi soir pour toute l'actualité high-tech. Avec Jérôme à mes côtés, bien sûr. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous qui n'en est pas complètement un. Et oui. Mais c'est vrai, c'est le début d'une nouvelle aventure. Et regardez, sur notre petit autocollant, il y a un nouveau logo. Voilà, eh bien, c'est Tech & Co, tout simplement. Voilà, et pour ce lancement, pour ce nouveau départ, on a choisi d'être évidemment au cœur de l'événement, au cœur du salon Vivatech à Paris. Voilà, Vivatech, dont c'est la 6e édition, avec au sommaire de Tech Hebdo pour cette nouvelle version, et bien sûr Viva Technologie. On va en parler avec l'un des organisateurs qui sera avec nous sur ce plateau. Ce sera dans quelques instants, Jérôme. On garde les bonnes habitudes, François, et nous retrouverons notre séquence Tech Care, les innovations qui font du bien, les innovations positives. On découvrira un harnais intelligent pour les personnes malvoyantes. Ouais, c'est incroyable. Ça sera dans quelques instants. Et puis on fera un pont aussi sur la 5G, puisque nous sommes ici sur le stand d'Orange. Quel changement pour les utilisateurs? Un petit bilan de la 5G tout à l'heure. Enfin, vous le savez, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la 3D sont au cœur des innovations. Vous découvrirez de la 3D sans lunettes avec notre invité Ayet 3D. Avec des images impressionnantes que nous vous commenterons tout à l'heure. Voilà, merci d'être avec nous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Bienvenue ici à Vivatech. C'est parti pour Tech Hebdo. Nouveau générique qui, malgré tout, nous rappelle un petit peu les bonnes heures et les grandes heures de 01 Hebdo. Tout à fait, exactement. Voilà. Vous retrouverez bien sûr tous vos rendez-vous habituels, mais évidemment, pour Vivatech, on a tout cassé, puisqu'on va se focaliser sur ce grand salon qu'on va vous faire vivre tout au long de cette semaine, à la fois sur la chaîne Tech & Co, mais aussi sur l'émission Tech & Co que j'ai le plaisir de présenter sur BFM Business tous les soirs, Jérôme. Et on va commencer par Microsoft, qui est bien évidemment présent ici. Ouais, est-ce qu'on a un petit jingle, actu, tout ça, comme on faisait avant, là? Et j'en ai bien peur. Regarde, il va arriver. L'actu, ce sera dorénavant chaque semaine, et comme d'habitude, un focus sur les dernières news en matière de technologie avant de passer à nos invités. Et tu le disais, HoloLens, François. Oui, HoloLens avec notre invité et Othman Chieb qui est là, chef de produit, donc HoloLens chez Microsoft. Et il est là, sur le plateau. Ici. La deuxième itération donc de HoloLens, HoloLens 2. Microsoft présent ici avec tout l'univers de Microsoft, le cloud, etc., etc. Et donc HoloLens qui n'est pas exactement une nouveauté, il faut bien l'avouer, ce HoloLens 2. Il est sorti quand? En octobre 2019. Voilà. Exactement. Mais en revanche, il est partout, ici à Vivatech. Exactement, exactement. Et c'est un peu aussi l'objectif de notre présence. Parmi toutes les solutions qui sont présentées au stand Microsoft, pas forcément HoloLens, mais toutes les solutions qui gravitent autour du cloud Azure et du Modern Workplace, on a aussi en fait des stands pour présenter d'une part comment nos clients aujourd'hui utilisent HoloLens pour différents cas d'usage et aussi certaines démonstrations d'holoportation, par exemple, qu'on propose en live pour montrer quel serait le présent, le futur, mais aussi le présent des collaborations à distance. Alors Othman, vous nous balancez comme ça l'holoportation. Vous n'allez pas vous en sortir facilement. C'est l'idée, j'amène la question. Alors qu'est-ce que c'est que l'holoportation? En fait, tout simplement, on a d'un côté une caméra, une Azure Kinect, donc une caméra qui capte en 3D. Et grâce au partenaire HoloForge qui a développé une application... De l'héritage de la Xbox, Kinect. Exactement, ça vient sûr. directement de l'héritage de la Xbox. Je pense qu'on a tous vécu un peu cette expérience avec la Kinect. Donc là, c'est une caméra qui s'appelle Azure Kinect qui filme une personne. Et en fait, le HoloLens live stream ce qui est filmé. Donc en fait, on a une projection dans notre champ de vision de ce qui est capté en temps réel à travers la caméra. Et donc on est dans des situations où on voit la représentation humaine holographique de la personne en temps réel devant nous. Alors c'est vrai que HoloLens c'est un produit intéressant, même s'il n'est pas tout neuf, parce que c'est aujourd'hui, je pense, le meilleur appareil pour aller vers ce vers quoi tout le monde va, le métavers, le monde parallèle, la réalité augmentée, l'hologramme dont vous parlez, etc. C'est vrai que vous bénéficiez d'une dynamique en ce moment qui est incroyable. C'est ça. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, HoloLens, c'est le produit en fait le plus mature du marché sur ces technologies de réalité mixte qui permettent d'augmenter la réalité. On n'est pas déconnecté de notre environnement physique. En fait, on augmente la réalité, on donne l'opportunité de pouvoir interagir avec des hologrammes qui peuvent être des données ou différents contenus pour nous aider à être plus productifs, par exemple, dans le milieu d'entreprise ou autre.
Et ce qui est pas mal, c'est qu'il est ouvert sur d'autres d'autres outils en fait. Vous parliez de Kinect. Ouais. Qui est un produit Microsoft également. Exactement. Mais HoloLens peut aussi s'interfacer avec des tas d'outils fabriqués par d'autres marques. Exactement. En fait, c'est là où on voit le potentiel de la technologie. En fait, HoloLens, c'est un ordinateur à part entière. C'est-à-dire qu'avec un ordinateur qui peut utiliser sans Internet, ou il peut se connecter à Internet. Et quand on le connecte à Internet, on peut le connecter soit au cloud et bénéficier par exemple des solutions d'intelligence artificielle, d'IoT ou autres, ou bien se connecter en Bluetooth à d'autres appareils. Donc en fait, on vient là apporter une nouvelle forme d'interface homme-machine. C'est une nouvelle forme d'interaction avec le numérique qu'on propose avec le HoloLens. Donc oui, le potentiel est vraiment sans limite. Othman, donnez-nous quelques exemples d'usage d'HoloLens que dont vous démontrez l'intérêt ici à Vivatech. Je vais présenter par exemple le dernier cas client qui est sorti avec SNCF qui utilise HoloLens aujourd'hui pour de la visualisation de tram, de lignes de chemin de fer de manière collaborative. Donc on a 4 personnes par exemple qui sont dans la même salle, qui portent le HoloLens et les 4 personnes visualisent en fait la représentation holographique, on le voit d'ailleurs à l'écran, la représentation holographique de la maquette et en fait ça permet de voir 2-3 km de chemin de fer dans seulement 1 mètre d'espace. Et ce qui est intéressant, c'est chaque participant à cette réunion va pouvoir interagir avec cet hologramme. Donc chaque collaborateur est acteur de cette réunion. Donc on va pouvoir voir des choses qu'on ne pourrait pas voir à l'œil nu. Là par exemple, on va essayer de voir en dessous du chemin de fer. Et donc ça permet de pouvoir un peu optimiser les prises de décision et de pouvoir visualiser des choses qu'on ne pourrait pas visualiser. Est-ce que les personnes sont obligées d'être dans la même pièce pour voir la même chose? Alors dans ce cas-là, dans le cas dont on parle, oui. Mais par contre, et c'est là tout le potentiel de la technologie, c'est qu'on peut collaborer de la même manière à distance avec ce sentiment de présence. Et c'est ça aussi l'intérêt de cette technologie, c'est qu'on va pouvoir créer des réunions et faire en sorte que les personnes qui sont présentes dans ce meeting, qu'ils soient physiquement au même endroit ou dans des pays différents, ils ont le même ressenti de présence. Et ce ressenti de présence, ça passe avec le son qui est spatialisé, ça passe avec la représentation holographique de la personne, donc soit c'est des avatars, soit c'est des représentations un peu humaines de ces avatars, et surtout dans ce partage de collaboration, de ces interactions avec les modèles 3D. Alors, oui, pardon. Oui, c'est un outil qui est omniprésent, mais on sait que, d'ailleurs on le voit, il est gros. Oui. Il est cher, combien il coûte, rappelez-nous? Alors cher, tout est relatif. Ça veut dire quoi cher? Il faut surtout voir ce que ça apporte. Aujourd'hui, il coûte 3 500 € et pour les entreprises, certaines entreprises le rentabilisent en un usage. Voilà, c'est un produit B2B, c'est pour les entreprises. Complètement. Il a été conçu pour les entreprises. Rien à voir avec ce que prépare par exemple Facebook ou d'autres marques qui veulent aller vers le grand public. Exactement. Est-ce que vous ne craignez pas de vous faire distancer finalement assez rapidement? Pas du tout. Pas du tout. Parce que nous, en fait, c'est très important. En fait, HoloLens a été conçu pour les travailleurs de première ligne, les first line workers. Pourquoi? Parce que c'est les oubliés de la transformation digitale. Vous, moi, on a tous des outils qui nous permettent d'être plus productifs avec notre smartphone ou nos PC. Aujourd'hui, enfin, HoloLens peut être mis à disposition des personnes qui sont en usine pour visualiser des données qui leur permettent d'être plus productifs, d'une part. Et HoloLens, il a été conçu pour les entreprises et pas du tout pour le grand public. Donc c'est pour ça que non, on n'est pas du tout distancé parce qu'on n'est pas sur le marché. Mais par contre sur le milieu professionnel, on est factuellement leader sur le marché. Est-ce qu'il y aura une version grand public un jour? Oui, parce que c'est la question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, votre stratégie c'est le B2B, mais on peut imaginer que demain, il y a des usages aussi pour le grand public. On pourrait. Aujourd'hui, la technologie est là. Et maintenant, je vous rejoins. Le hardware n'est pas du tout là pour le grand public. Aujourd'hui, ce n'est pas un appareil qui est prêt à être accessible pour le grand public. Pas du tout. Mais l'avenir nous le dira. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on saura s'adapter aux demandes du marché. On a dit que HoloLens avait du plomb dans l'aile. Il y a des rumeurs qui courent. Oui, il y a une réorganisation en fait de toute l'équipe. Alors, comme vous l'avez dit, c'est une rumeur qui n'est pas du tout fondée. Il y a effectivement une réorganisation qui a eu lieu pour factuellement en fait accélérer le déploiement de HoloLens. Donc en fait, il y a effectivement une réorganisation qui a été annoncée et c'est une super nouvelle parce qu'on va pouvoir en fait accélérer le développement de HoloLens dans le milieu professionnel et surtout dans la dimension du métaverse industriel. Donc pas question d'abandonner HoloLens. Pas du tout. Pas du tout, loin de là. Et justement, on est ici en fait, pour montrer tous les cas clients. Et surtout, il y a des clients qui vont venir pour faire des partages d'expériences, pour montrer en fait quel a été concrètement le ROI. Parce que HoloLens, c'est quelque chose, mais le plus important pour Microsoft, c'est quel impact pour les sociétés et quelle rentabilité permet d'obtenir les sociétés. Et c'est tout l'objet de notre présence
ici. Bon, le HoloLens 2 date de 2019. Oui. Quand est-ce que sortira le HoloLens 3? Non, mais on veut tous, parce qu'on est des puristes, on veut toujours quelque chose de mieux, comme on voudrait un smartphone qui ne se charge pas toutes les nuits. Non, mais plus sérieusement, aujourd'hui, c'est pas du tout l'objet des discussions aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un appareil qui est mature, qui répond aux besoins d'aujourd'hui des entreprises, et on le voit avec son déploiement actuel. Donc aujourd'hui, on se concentre à déployer l'HoloLens et à s'adapter aux demandes du marché. Voilà. Super, on aura posé la question, on n'a pas eu la réponse, mais on vous l'aura posée en tout cas. Merci beaucoup Othman Chieb, merci pour l'invitation. chef de produit HoloLens. L'ouverture de ce Tech Hebdo ici à Vivatech. En tout cas, c'est tellement un sujet intéressant, François. Il y a aussi le projet Cambria de Facebook à surveiller, avec des annonces, me semble-t-il, même ce jeudi. Ouais, très vite. Ouais. Et puis il y a Apple aussi, qui imagine aussi la réalité augmentée, mais ça, pour l'instant, on n'a pas de news. On n'a rien du tout. Alors, bien sûr, vous êtes ici avec nous à Vivatech, Tech Hebdo, la suite tout de suite, et on va s'intéresser à ce salon, on va le visiter avec un porte-parole de Vivatech. Et pour parler de Vivatech, François, nous recevons le directeur des opérations de Vivatech. Nicolas Douchement est sur le stand d'Orange ici à Vivatech. Bonjour Nicolas. Bonjour François, bonjour Jérôme. Nicolas. Alors j'ai envie de vous dire bienvenue, mais d'un côté c'est vous qui nous accueillez. Alors je ne sais plus trop, c'est compliqué intellectuellement. Merci en tous les cas de nous accueillir ici à Vivatech. On est très heureux d'être là et de vous accompagner durant ces 4 jours d'aventure. Voilà, puisque Vivatech se termine samedi avec 3 jours pour on va dire les professionnels. Les professionnels. Tout à fait. Et puis la dernière journée, ça c'est intéressant pour le grand public. Oui, une journée ouverte au grand public. Depuis notre création, il y a 7 ans maintenant, on a toujours souhaité donner à voir à tout ce qui se produit ici pour les professionnels. On a souhaité le donner à voir au grand public, aux franciliens qui viennent en famille, tous les amateurs de tech, les talents qui cherchent du boulot, les jeunes qui veulent s'orienter dans la tech. Et pour nous, ça fait vraiment partie de notre mission depuis le départ. Surtout en ce moment où on manque de développeurs, on manque de codeurs. Si on peut susciter des vocations aux jeunes qui viennent ici, rencontrer qui les entreprises, en fait, tout ça, voir les besoins, alors, etc. D'ailleurs, on peut leur passer un message. Venez à Vivatech samedi, vous allez avoir des cours de code, des parcours d'initiation, y compris pour les jeunes filles qui sont évidemment sous-représentées dans les métiers de la tech. Et puis tous nos partenaires qui ouvrent grand leurs bras à tous ces talents qui vont se promener dans les C'est combien l'entrée pour le grand public? C'est 20 €. D'accord. Ouais. 20 €, il y a des places à gagner sur Internet, on m'a dit. En plus, ça c'est top secret, c'est une exclusivité Tech Hebdo. Bon, alors dites-nous, 6e édition de Vivatech. Et il y a comme d'habitude, il y a plusieurs tendances. Il y a des thématiques assez fortes. Oui, cette année, on a identifié 6 grandes thématiques autour desquelles on articule en quelque sorte notre programme de conférences et puis les parcours également dans les allées de Vivatech. La première, évidemment, c'est l'urgence climatique et la nécessité de réduire les émissions carbone. Et on a autour de ce sujet-là tout un tas d'innovations incroyables qui permettent d'aider dans ce sens-là. Et comment la tech, justement, peut nous faire prendre conscience Alors, nous faire prendre conscience et puis surtout comment elle peut aider à résoudre. C'est-à-dire que nous, on n'est pas naïfs, on est pragmatiques, mais on est optimistes. On fait partie de ceux qui pensent que la tech a un rôle à jouer dans cette énorme transformation qui nous attend et qui est urgente. Et donc, on a le plaisir d'accueillir ici, grâce à certains de nos partenaires comme EDF, par exemple, des innovations qui viennent du monde entier et qui permettent de générer de l'énergie à partir du monde végétal, qui permettent de transformer du carbone en oxygène en fixant des éléments sur des roues de vélo, par exemple, de décarboner. Le truc est complètement incroyable. On n'a rien vu de ce qui va arriver là de façon très urgente dans les 2 ou 3 années qui viennent. Nicolas, alors c'est le rendez-vous de la tech française, de la tech européenne, mais aussi de la tech internationale. Il y a des stars de la tech qui viennent ici à Vivatech. Ouais, on est très fiers. Alors chaque année, l'année dernière, ça s'est passé beaucoup en digital. Vous étiez là, vous, mais beaucoup de nos publics internationaux ont dû se connecter à distance. Et vous étiez le premier salon qui reprenait un peu vie finalement, on s'en souvient très bien. Effectivement, on avait marqué ce retour à la presque normale, parce qu'on était quand même limité à des jauges et puis les tests qui étaient complexes à l'époque, c'était vraiment le début, souvenez-vous. C'est incroyable cette Heureusement histoire, que tout ça est derrière nous. Cette époque. Et donc on a pu accueillir 25 000 personnes, essentiellement des Français, mais aussi quelques internationaux qui avaient réussi à se déplacer. Et puis cette année, on en attend beaucoup plus. Et effectivement, des grands intervenants internationaux, les patrons du CAC 40 qui sont là, le patron de Binance, CZ, qui va nous raconter l'avenir des cryptos, le patron de Qualcomm. Enfin bref, on est vraiment très heureux d'accueillir à nouveau ce que la tech fait de meilleur à Vivatech cette année. Alors on a dit la thématique zéro carbone, autre thématique très forte, la mobilité. Et oui, la mobilité. C'est un peu lié d'ailleurs. Et qui s'inscrit dans, évidemment, la mobilité, elle ne peut être que durable aujourd'hui. Et c'est un sujet qui a émergé, non pas malgré nous, mais de façon énorme cette année à Vivatech. Beaucoup de constructeurs auto, par exemple, qui viennent démontrer soit des prototypes,
C'est le cas d'Audi par exemple avec son Skyfair. Venez le voir, c'est un truc magnifique. Qu'est-ce que c'est? Alors décrivez-nous. Écoutez, il faut vraiment venir le voir, mais c'est un prototype autonome électrique. Évidemment, c'est un proto qui n'a pas vocation à rouler, mais qui démontre le meilleur de la technologie au service à la fois de la sécurité puis du confort dans un véhicule. Vraiment, c'est quelque chose d'assez beau à essayer. Essayez-le. Puis il y a nos Frenchies, il y a Renault qui est là, et qui puis a un joli Renault stand. est là avec plein de démonstrations, et puis ces derniers véhicules électriques qui ont été lancés il y a quelques semaines et qui sont assez incroyables aussi. Et puis on retrouve également sur différents espaces, on retrouve des Formule I, des prototypes de Formule 1. Enfin bref, et puis autour de la mobilité, c'est les nouveaux engins de mobilité. Les eVTOL, on trouve Volocopter et Volocity qui sont ici, et sont des appareils qui fonctionnent. On les verra peut-être dans le ciel de Paris en 2024 pour les JO. En tout cas, on le souhaite. On y arrivera, vous croyez ou pas? Alors il faudra peut-être leur poser la question. Moi je crois qu'on y arrive, je crois qu'il y a encore un petit sujet de régulation. En revanche, aujourd'hui, la technologie permet de le faire. La on peut techno embarquer fonctionne. 2 personnes pendant 20 minutes, c'est pas énorme, dans un eVTOL. Jetson qui est un peu plus léger. Sur le stand de l'Inde, on a également là un drone cargo qui permet de livrer dans l'Himalaya, par exemple, des soins d'urgence en cas de catastrophe naturelle jusqu'à 600 kg. Tout ça grâce à l'électrique. Enfin, ça y est, cet avenir, il est là devant nous et on peut le découvrir ici à Vivatech. Et puis il y a des prototypes, on va dire très prometteurs, comme Opium, qui va avancer son projet de véhicules à hydrogène. L'hydrogène, voilà, c'est aussi un énorme sujet. Alors dans tous les domaines. Et tous les grands industriels sont en train de se lancer. Certains l'ont déjà fait depuis longtemps. Mais il y a également pas mal de belles choses à voir. Bon, il y a un autre thème qui nous est cher, qui évidemment est présent à Vivatech. La nourriture. C'est d'une part la gastronomie, mais c'est pas trop le sujet. Non, c'est tout ce qui est sur le sujet. C'est vrai. Il y en a quelques-uns. Mais j'ai vu qu'il y avait un robot qui faisait des pâtes, notamment. On a un robot qui fait des pâtes. On n'a pas pu installer le robot pizza, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais qui est une merveille aussi. Bon, bref, on a failli ne pas venir. Là, on n'est pas en train de sauver le monde sur ces sujets-là, mais ce sont des expériences intéressantes. Si on peut sauver notre ventre, c'est pas mal déjà non plus. C'est un point. C'est un point de départ. Il est tellement terre à terre. Bon, non, je voulais parler du Web 3 et du métavers. Il y a plein de trucs. Alors là, c'est le mot que tout le monde a sur les lèvres. Et évidemment. Entre nous, on ne sait pas exactement. Personne ne sait ce que c'est exactement. Ce que ça va donner. Mais on sait que ça grouille, il est en train de se passer quelque chose. Métavers, NFT. Ce qu'on souhaite faire, nous, c'est d'abord montrer comment les grands acteurs de cette industrie-là s'emparent de ces sujets-là et ce qu'ils ont à raconter. Y compris des entreprises traditionnelles qui ne savent pas trop où elles mettent les pieds, mais elles veulent y aller. C'est-à-dire qu'il y a probablement des nouvelles expériences de relations consommateurs autour du métaverse qui sont incroyables et qu'il faut défricher. Il y a sans doute une place pour les premiers qui seront présents et dont certains qui ont des moyens, je pense à LVMH ou à d'autres, qui présentent des vrais sujets autour du métaverse par exemple. Et puis le rôle que nous on se fixe là, c'est plutôt un rôle pédagogique autour des NFT et du métaverse. Parce que tout le monde nous demande mais comment ça marche, à quoi ça sert. Et donc dès l'accueil de Vivatech, dans notre VivaSign, le geste d'accueil de Vivatech, on peut télécharger un NFT, ouvrir un wallet, l'embarquer avec soi et puis éventuellement l'échanger ou le vendre par la suite s'il prend de la valeur. Mais en tout cas, tous les visiteurs de Vivatech ont la possibilité de charger pour la plupart d'entre eux leur premier NFT. Donc vous allez comprendre comment ça marche et on vous explique. On a également des sessions tuto sur le Discovery Stage qui permet d'expliquer ça. Et puis on a également installé un accès en réalité augmentée vers un métaverse qu'on adore qui s'appelle Wonderland, un métaverse artistique qui permet de consulter des œuvres d'art digitales et donc tout ça est accessible depuis l'entrée de Vivatech. Donc au moins c'est une première expérience avec le NFT et le métaverse. Alors bien sûr il y a une multitude d'intervenants. On voit que cette année, on est reparti comme en 2019, avec, j'imagine, beaucoup de monde qui va venir. Est-ce que Vivatech a atteint sa maturité après sa 6e édition, à votre avis, Nicolas ? Alors, on est une entreprise, on a une sorte d'agilité façon start-up et on espère ne jamais atteindre notre maturité en quelque sorte. On a lancé Vivatech, vous vous en souvenez peut-être, dans des conditions hyper rapides en 2016. En 6 mois, on a sorti de ça de terre et ça a été déjà un succès. Et puis une croissance assez forte avec à chaque fois des sujets d'actu, des intervenants, des nouveaux programmes. Cette année, on lance des programmes métiers pour les DRH, pour les CMO, pour les développeurs. Vous le disiez tout à l'heure, il faut absolument que les développeurs viennent à Vivatech. Ce sont eux qui font la techno et l'innovation aujourd'hui. Demain, on a encore plein d'idées pour la suite. Donc non, il ne s'agit pas de maturité. Alors effectivement, en termes de volume, on est heureux ici, dans cet immense hall 1 de la porte de Versailles, de pouvoir accueillir à nouveau des dizaines de milliers de visiteurs par jour. En ce sens-là, probablement la maturité. Mais en ce qui concerne nos développements digitaux, il y a encore plein de choses à imaginer aussi. Est-ce qu'on peut imaginer que Vivatech fasse des petits quand on voit par exemple votre collègue du CES
Il y a le CES de Las Vegas, mais il y a des CES Unveiled un peu partout, etc. Enfin, voilà, c'est une marque qui grandit. Est-ce que vous y réfléchissez à ça? Écoutez, on n'est pas prêt du tout. Donc, c'est pour rejoindre votre dernière question, nous ne sommes pas suffisamment matures pour envisager ça. C'est pour ça que je vous posais cette Ça question-là. n'est pas notre stratégie. Lorsqu'on a créé Vivatech, c'était d'abord pour mettre en scène l'écosystème tech français et le connecter au monde entier. Et ça reste notre première mission et c'est encore ça qu'on veut faire. Alors est-ce qu'un jour on emmènera l'écosystème tech français et européen en Asie, en Afrique, en Chine, évidemment? Je pensais peut-être en région simplement. Alors, parce que la France, c'est pas que Paris. Pas, mais on se déplace déjà en région. En particulier, on fait des kick-offs avec les écosystèmes régionaux technologiques durant les mois d'avril et mai. Là, on l'a fait. Et on est ravis effectivement d'activer nos communautés en quelque sorte sur le territoire. Mais il est beaucoup trop tôt pour se projeter sur des petits frères ou petites sœurs de Vivatech partout dans le monde. Très bien. Donc Vivatech, on peut en profiter jusqu'à samedi, ici à Paris, à la porte de Versailles. Samedi, tout le monde peut venir. Exactement, voilà, le même grand si public. vous n'êtes pas professionnel du secteur. Et allez sur le site, il y a des places gratuites. Exactement. Voilà, Nicolas, merci. Merci beaucoup Nicolas Douchement. À très bientôt. À très bientôt. Évidemment, la chaîne Tech & Co sera tout au long de ce salon Vivatech. Tous les jours, on vous fera vivre de nouvelles aventures avec de nouveaux invités, de nouveaux sujets qu'on évoquera. Jérôme, nous sommes sur le stand d'Orange. Si nous retrouvions maintenant notre rendez-vous TechCare. Exactement, avec notre invité TechCare tout de suite. Et bien sûr, dans cette nouvelle émission Tech Hebdo, on garde notre ancien rendez-vous. Toutes nos anciennes habitudes, enfin TechCare, puisque vous le savez, avec Orange, chaque semaine, on aime bien vous faire découvrir des startups Tech for Good, comme on dit, Jérôme. Oui, et pour cela, nous recevons aujourd'hui Maël Fabien. Bonjour. Bonjour. Bonjour Maël, merci d'être avec nous sur le plateau de Tech Hebdo, ici à Vivatech, sur le stand d'Orange. Et vous représentez en fait la société, alors on prononce comment, Biped? Ouais, Biped en français, Biped en anglais. Biped.ai, si on veut en savoir plus sur le site. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites? Absolument. Alors, on développe un appareil de navigation pour les personnes aveugles et malvoyantes. L'idée du harnais, il est porté sur les épaules, il a un ensemble de caméras et il vient répliquer ce que fait un véhicule autonome, mais à l'échelle piétonne. Donc les caméras, elles vont capter 170 degrés de champ de vue devant la personne et derrière, on va pouvoir détecter des obstacles, on va pouvoir détecter des voitures, des piétons, des passages piétons. Et l'idée, c'est que le logiciel à l'intérieur va pouvoir trouver ce qui est le plus important et prévenir l'utilisateur avec des petits sons via les écouteurs que l'utilisateur porte. Donc il y a un retour sonore qui indique à la personne, attention, il y a quelque chose devant. Non, il n'y a pas de guidage pour lui dire tourner à droite, tourner à gauche. Alors en plus de ça, on a rajouté un système de GPS qui donne des indications de gauche à droite. Mais ce qu'on a aussi développé, c'est la capacité à générer des sons en 3D. Donc plutôt que de dire il y a une voiture qui arrive à gauche, ce qui serait très long comme feedback, on va générer une petite note de musique que la personne va entendre de la gauche directement. Et il y a une petite note de musique par type d'objet qu'on détecte dans l'intelligence artificielle qu'on a développée. Étonnant ça, comment vous est venue l'idée de créer cet appareil? Moi, je faisais une thèse en intelligence artificielle à Lausanne et j'étais juste à côté du département de robotique et je voyais tous les trucs cool sur lesquels ils travaillaient. Et de l'autre côté, à Lausanne, on a aussi, un peu comme les 15-20 à Paris, on a un hôpital ophtalmique et donc du coup, on voyait beaucoup de personnes malvoyantes dans leurs problèmes aussi de quotidien de déplacement. Dès qu'il y a des travaux, dès qu'il y a un vélo ou un véhicule électrique par exemple qui arrive, ils n'ont plus de retour sonore et c'est un environnement assez perturbé et on s'est dit qu'on pouvait amener ce qui se faisait à cette échelle-là, mais pour les piétons. Donc l'avantage, c'est que ça peut détecter des objets en mouvement. Vous parlez de vélo, plus assez loin. Est-ce que ça peut remplacer une canne blanche également pour les objets de proximité ? Alors on a testé pour être honnête et on s'est rendu compte que non. En fait essentiellement parce que bon déjà il y a une granularité très fine de ce qu'il faudrait détecter au sol, mais l'autre souci qu'on avait c'était que les personnes autour ne faisaient plus attention à l'utilisateur parce qu'il n'y avait plus la signalétique de dire que c'était une personne malvoyante. Et donc du coup on avait des chauffeurs impatients au passage piéton ou des personnes qui ne levaient pas la tête du smartphone et qui pouvaient représenter un danger pour l'utilisateur direct. Alors évidemment, on a la chance de ne pas avoir ce handicap de la cécité. C'est compliqué de se rendre compte ce qu'apporte en fait ce système. Vous l'avez déjà testé auprès de malvoyants. Qu'est-ce que ça donne? Quels sont leurs retours?
On l'a testé avec une centaine de personnes sur 5 prototypes différents. On a beaucoup itéré sur la forme du harnais notamment parce qu'on avait quelques soucis au début avec des choses qu'il fallait clipser, des câbles qui pendaient, des choses comme ça. Et on a convergé vers cette version-là. C'est globalement quelque chose qu'ils trouvent très intuitif et qui essentiellement ne va pas améliorer dans l'absolu la qualité de la navigation, mais va réduire le stress pendant la navigation parce qu'ils ont l'impression d'avoir toute l'information accessible et ça va leur permettre d'éviter quelques obstacles en plus, bien évidemment, mais c'est surtout d'avoir la certitude qu'on peut traverser le passage piéton à ce moment-là et qu'il n'y a pas de vélo qui arrive sur la gauche et ça, c'est une grande liberté d'esprit. Alors pour parler un peu plus de tech, comment est-ce que ça fonctionne exactement? Vous dites c'est comme un véhicule autonome, c'est-à-dire que donc on voit bien que l'appareil, il y a 2 parties en fait. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors on a un module de caméra, ça c'est des caméras qui vont capter la profondeur de champ, donc qui vont arriver à estimer la distance des différents éléments. Il y a des aussi caméras modules traditionnelles ou des lidars? Qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur? Alors c'est des caméras traditionnelles avec de la vision stéréo pour le terme technique, mais qui du coup Oui. estime la profondeur de champ, et des modules infrarouges aussi dessus. Donc on a aussi une vision nocturne qui se fait, notamment parce que... Mais c'est vrai que vous dès pourriez mettre du 18 heures. lidar là-dessus. On aurait pu mettre du lidar. Le seul problème qu'on a avec le lidar actuellement, c'est que le lidar embarqué pour avoir quelque chose en 360 degrés est un peu imposant par rapport à ce qu'on est capable D'accord. d'embarquer là-dessus. Et on peut imaginer que cette technologie va être miniaturisée, donc Absolument. peut-être que dans quelques années, vous pourriez intégrer lidar. Ça aurait du sens? Ça améliorerait le produit ou pas forcément? On sait que par exemple, Elon Musk a dit j'enlève le lidar de mes voitures parce qu'avec des caméras aujourd'hui, j'arrive à la même qualité d'information qu'avec un lidar. C'est un peu le pari qu'on a pris de notre côté. Il y a quelques sociétés qui développent des appareils de navigation qui sont partis sur des lidars, plutôt des lidars monodirectionnels. Et globalement, on pense qu'on peut faire tout aussi bien, voire mieux avec les caméras. Et l'avantage d'avoir accès à l'image des caméras, c'est aussi que si un jour on veut faire de la reconnaissance faciale pour aider les personnes à reconnaître leur environnement ou lire du texte, on peut faire exactement ça avec le même type de capteur sans avoir besoin de rajouter Malgré des tout, ce capteurs. sont des caméras qui sont braquées sur l'extérieur. Ça pose pas des questions de vie privée? Ça pose tout à fait des questions de vie privée, c'est un très bon point. Tous les calculs sont faits directement en local, dans le harnais, et il n'y a aucune donnée qui va quitter le harnais. Et ça, c'était un point important. On ne voulait pas que ce soit connecté à Internet et qu'il y ait un risque déjà, sur le point de vue cybersécurité, de se faire pirater ces données-là, et aussi d'avoir une latence trop importante à aller chercher une information sur le serveur pour la renvoyer directement. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors, ce produit est encore un prototype. Quel est le cheminement que vous espérez? Alors, on a lancé les précommandes aujourd'hui même sur le prototype. On est en train d'assembler la première série d'unités pour pouvoir envoyer ces unités-là entre septembre et octobre. Et ça fait globalement 1 an et demi qu'on travaille et qu'on affine ce prototype-là. Et ça pourrait coûter combien? Alors, les unités qu'on vend sur les prix en précommande, on est à 2350 €. Et sur le prix final de vente, une fois qu'on sera sorti de ces précommandes, on sera à 2950 €. Il y a encore des efforts à faire en termes de miniaturisation, d'amélioration du poids aussi. Alors en termes de poids, on est en dessous de 700 grammes, ce qui surprend généralement parce que ça a l'air un peu plus lourd que ça ne l'est effectivement. Et donc on le sent très peu sur les épaules. En termes de miniaturisation, bien évidemment, on va améliorer sur les versions suivantes. On va garder à peu près ce même volume pour la première version et sur les versions qui sortiront dans le futur, un peu un petit, bien évidemment. Super, parfait, Eh génial. bien voilà, très bien. Merci beaucoup Maël, et- Fabien. Qu'est-ce à que, vous. juste une dernière question, qu'est-ce Ouais. que vous apporte un salon comme Vivatech ici? Vous rencontrez peut-être des partenaires à la fois financiers mais aussi technologiques. Quel intérêt pour vous? C'est aussi bien évidemment d'être là et de présenter un peu ce que vous faites dans les médias. Ouais. Et en fait, nous, on a un dispositif qui est relativement universel où on peut imaginer l'apporter et l'amener dans d'autres secteurs. Et notamment dans le tourisme, avoir ce dispositif-là qui guide n'importe quel touriste qui veut visiter un endroit. On reprend la même base technologique, on enlève juste la détection d'obstacles si la personne est voyante et on peut détecter qu'il y a un bâtiment ici, que la personne se promène sur un itinéraire qu'on a déjà tracé. Et c'est ce genre de marché qu'on vient aussi chercher. Merci beaucoup Maël, on vous souhaite un bon Vivatech. Merci à vous. Voilà, avec plein de bons contacts et plein de bonnes choses. Vous êtes le cofondateur donc de Biped ou Biped.ai. .ai, voilà, AI en anglais. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, intelligence artificielle, je crois, c'est ça hein. Allez, on poursuit notre Tech Hebdo. Et on va parler de 5G, Ouais, François. 5G, Jérôme, avec notre invité qui arrive tout de suite. Et on va parler
5G, mais également 3D, François, avec un invité venu spécialement du Québec. Rien que pour nous, enfin je pense pas qu'il soit venu que pour nous. On vous le présente tout de suite, c'est Mario Genet. Bonjour Mario. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de i3D. On dit i3D. i3D. On est Attention, en France. parce que, ben oui, mais Québécois, en général, les anglicismes, vous aimez pas trop, hein? Oui, effectivement. D'ailleurs, j'ai dû trouver une francisation à ce nom. Donc, la traduction, c'est aux yeux écarquillés. C'est magnifique. Ah bah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est de la poésie. Tout à fait joli. Parlez bien dans le micro, Mario. Oui. On s'intéresse à votre innovation dans un instant. Merci. Et puis, on vous présente, vous qui nous regardez, Arnaud Vamparis. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes le directeur des réseaux mobiles chez Orange Innovation et merci de nous recevoir ici, voilà, sur le stand d'Orange avec ce très beau plateau. On est très heureux d'être avec vous. Et puis aussi Orange, c'est important que vous soyez là parce que voilà, vous êtes, on va dire, le fleuron des réseaux ici. Et on va parler 5G parce que forcément la 5G, voilà, les usages commencent à arriver, les Français commencent à utiliser la 5G. Est-ce que vous êtes satisfait du lancement de cette 5G qui remonte à plus d'1 an maintenant, hein? Oui, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on a ouvert commercialement la 5G en France, mais également dans les autres pays d'Europe. Et c'est déjà une réalité pour nos clients. Et d'ailleurs, pour 2 tiers de nos clients, c'est une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'ils y retrouvent? Principalement 2 avantages. Une réactivité dans leur quotidien et puis également une rapidité de téléchargement. Naturellement, c'est progressif. On a un taux d'usage en fait qui est à peu près équivalent à ce qu'on a connu sur la 4G en termes de progression. Et ce qu'on a voulu surtout, c'est une 5G qui soit utile et performante. Donc performante d'une 5G de qualité. On a déployé sur une nouvelle bande de fréquence 3,5 GHz. On doit avoir à peu près maintenant 3700 sites, 1400 communes. Voilà, et on a mis ça dans les zones denses au démarrage, c'est-à-dire là où les réseaux 4G étaient le plus sollicités. Donc on est à quel pourcentage de couverture aujourd'hui? Un Français sur 2, voilà, quasiment 50% de la population qui est couverte. Donc c'est bien, on l'a fait naturellement dans les zones denses, mais également dans des zones d'activité économique, des zones portuaires, là où il y a plein d'entreprises. Voilà. L'idée, c'est de couvrir l'intégralité du pays en 5G. Oui, progressivement, c'est ça. D'ailleurs, on a des obligations dans les fréquences qu'on nous attribue. Oui, comme tous les opérateurs français en fait. C'est une espèce d'obligation d'obligation de couverture, ce qui est bien. Ça nous permet d'avoir un certain rythme. Ce qu'on a voulu, nous, c'est d'utiliser les nouvelles antennes 5G qui couvrent là où c'est utilisé, au moment où c'est utilisé, et pas tout le temps, partout. C'est une nouvelle technologie qui s'appelle le Massive MIMO, qui permet de faire ça. Et c'est ce qu'on utilise sur cette fameuse fréquence 3,5 GHz. Alors 3,5, mais il n'y a pas que ça. Il y a la 5G 26 GHz également. Où est-ce qu'elle en est? Alors ça, elle est encore dans les cartons. On la teste au sein d'Orange Innovation. À différents endroits, qui nous permet de voir dans une gare ce que ça peut vouloir dire, dans un hangar industriel, donc dans certains lieux qui ont besoin de beaucoup de vidéos et beaucoup de débit remontant pour les vidéos. Et en fait, c'est surtout pertinent pour des endroits où il y aura une densité de population importante, je crois, non? La 5G millimétrique. C'est ce qu'on a testé à la gare de Rennes. Pourquoi? Pour voir si c'était adapté à ce genre de lieu. C'est une fréquence qui est assez... Parce que c'est plus de débit, mais moins de portée. C'est ça, moins de portée, puis ça passe pas forcément. Ça passe moins bien les murs. Les fenêtres. Et donc ça a besoin de beaucoup de tests. On a également une question, c'est est-ce qu'on aura ça dans tous les smartphones? Voilà, donc c'est ça qu'on regarde en ce moment et qu'on est en train de... Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de smartphone avec cette gamme de fréquences incluse ici. Non, pas en Europe. Il y a eu un peu aux États-Unis parce qu'ils étaient en attente des fréquences. Et donc en attendant, ils ont utilisé une fréquence très proche qui est la 28 GHz. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques cas concrets d'usage de la 5G qui vont au-delà de nos téléphones, hein? Je crois qu'il y a des choses qui se font au Vélodrome à Marseille notamment. Oui, c'est ce qu'on voit nous parce qu'on accueille plein de sociétés dans nos 5G Labs. On a beaucoup d'endroits dits 5G Labs en Europe et donc une dizaine en France. Ça nous permet d'avoir des sociétés qui travaillent naturellement sur les médias. Je donnerai un exemple à V-West, qui est une société qui permet d'enlever le câble. Qu'on utilise beaucoup nous en broadcast en fait, pour retransmettre des émissions. Ça permet de diffuser de la télé, de la vidéo en direct. Voilà. En direct à haut débit sans fil. C'est ça. Et également Orange Vélodrome avec Sony pour les photographes professionnels. On leur permet de télécharger rapidement toutes leurs photos
et de les renvoyer voilà, à distance au moment des matchs. Mais ça va. Il y a une vraie différence avec la 4G, parce qu'aujourd'hui, il y a de la très bonne 4G. On voit la différence entre une 4G et une 5G? Alors, on a effectivement le dernier observatoire de l'ARCEP, le meilleur débit descendant en 4G et en 5G. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans les zones denses, on doit avoir une moyenne de 227 mégabits par seconde. Wow. Et en moyenne sur l'ensemble du territoire 142 mégabits par seconde. Donc vraiment on a quelque chose de qualité. Donc on a déjà quelque chose de qualité en 4G. Et là on le rajoute en capacitaire 5G pour conserver cette qualité, puisque les usages évoluent quand même à peu près de 30-40% par an. Donc 40% par an, c'est x10 en 6 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce 5G Lab d'Orange? Alors c'est un lieu qu'on trouve d'ailleurs ici à Vivatech jusqu'à samedi, venez nous voir. On a un 5G Lab hors les murs et on a sinon une dizaine de lieux en France, dans chaque région, où n'importe quelle entreprise, gratuitement, start-up, grande entreprise, territoire, collectivité, peuvent venir pour découvrir la 5G, mais également l'expérimenter. Donc si je prends cette société AbiWest, ils ont pu passer rapidement d'un prototype à une solution commerciale grâce au 5G Lab de Rennes et rapidement le tester au JO d'hiver, au dernier JO d'hiver à Pékin. On voit bien que la 5G, ça vise quand même en priorité les entreprises, les applications professionnelles. Oui, la 5G apporte un confort d'usage pour tout le monde, mais également pour les entreprises, on a quelque chose qu'on n'avait jamais eu avant, qui est de pouvoir différencier la qualité de service et le niveau de sécurité par type d'objet, entre une voiture, une tablette, un capteur, une caméra, et également donc le faire de façon industrielle. C'est d'ailleurs ce qu'on prépare pour 2023 avec la deuxième étape de la 5G, qu'on appelle la 5G SA, la 5G standalone. On va la séparer de toutes les générations précédentes, la 2G, la 3G, la 4G. D'ailleurs, on a prévu d'éteindre en 2025 la 2G et en 2028 la 3G. Il y a certains objets connectés assez anciens qui fonctionnent encore avec ces gammes de génération. Certes, mais c'est pour ça qu'on a voulu annoncer bien sûr, longtemps à l'avance. Pour préparer en fait. Pour que chacun puisse avoir vraiment le temps de s'adapter, puisque là on parle quand même d'un horizon 2028 par exemple. Il y a des expérimentations 5G ici à Vivatech. On a plein de start-up avec nous sur le stand et de démos. Je vous incite à aller voir par exemple une expérience immersive incroyable, c'est Notre-Dame. Oui, c'est juste là derrière. Vous pouvez Exactement. également conduire des voitures à distance, enfin faire un certain nombre de choses. Venez nombreux à Vivatech, en particulier samedi. Voilà, puisque rappelez-le, samedi c'est la journée grand public. Oui. Et l'expérience Notre-Dame est effectivement impressionnante, une visite en réalité virtuelle, sans avoir besoin de connexion filaire. Et c'est à la fois la réalité virtuelle et la 5G combinés avec au top de leur computing, forme. c'est-à-dire cette capacité de traitement local à l'endroit où on se trouve. Donc au lieu de porter un sac à dos, on le porte sur un smartphone 5G avec un casque ou des lunettes, suivant le type d'expérience. Et ça permet de voir la construction de Notre-Dame, mais également sa rénovation aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Arnaud Vamparis. Merci à vous. Rappelons que vous êtes directeur des réseaux mobiles chez Orange Innovation. Notre invité, donc Mario Genet, toujours avec nous, fondateur de i3D. On va donc parler de 3D. Parfait. Et ça va sans doute intéresser aussi Arnaud, forcément, puisque on est dans cette course à l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? Pardon. Oui, alors nous, on a développé un écran qui permet de voir en 3D, donc en 3 dimensions, mais sans lunettes. Donc vous asseyez devant l'écran et là, l'objet qui est affiché apparaît devant vous comme s'il était solide. Et alors vous utilisez la 5G d'ailleurs? Nous, on a des projets pour utiliser la 5G. Entre autres, on a des discussions avec Orange. Donc c'est pas à peine que je vous présente. Non. D'ailleurs, Arnaud a vu la démo. Il pourra vous en parler. Il pourra vous dire ce qu'il en a passé. Alors comment ça marche? Racontez-nous. Écoutez, nous, c'est un écran. Donc un écran comme vous en avez aujourd'hui sur vos bureaux. La particularité du nôtre, c'est qu'il fonctionne en 2D et en 3D. Donc vous asseyez devant l'écran. Là, il vous le détecte. Et là, il affiche le contenu qui est en 3 dimensions, comme si c'était un objet réel devant vous. Donc, la plupart des gens, lorsqu'ils assistent à une première démonstration, tentent de saisir l'objet tellement ça leur apparaît réaliste devant Sans eux. lunettes. Sans lunettes, tout à fait. Alors, quelle est la sensation? Comment pouvez-vous nous décrire ce qu'on ressent quand on voit cette image qui flotte devant nous? C'est quoi? C'est comme un hologramme?
On peut dire que c'est comme un hologramme. Cependant, un hologramme, on peut le voir de tous les angles. Dans notre cas, nous, il faut être assis devant l'écran pour le faire. Il y a des images en 2D, alors là, que vous pouvez peut-être commenter. Je sais pas si... donc ça, c'est un cerveau qu'on voit. C'est celui de Jérôme, je crois, non? C'est pour ça qu'il y en a que la C'est pour ça qu'il est petit. Oui, Voilà. peut-être. Je ne connais pas assez pour le dire. Donc ça, c'est une turbine. Donc c'est un autre cas d'usage. Donc pour les gens dans l'aérospatial. Ça, c'est le bras de Jérôme. Donc, Ouais. Voilà, absolument. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est l'objet, comme vous voyez, il avance, il se déplace, etc. Mais quand vous êtes devant l'écran, il est sorti et vous avez l'impression qu'il pourrait éventuellement même tomber de l'écran tellement il est sorti. Voilà, parce que là, on sent qu'il y a quelque chose. On sent qu'il y a malgré tout un relief dans les images qu'on vient de voir. Tout à fait, ouais. Mais évidemment, comme c'est filmé en 2D et que c'est restitué en 2D, Exact. on perd cette spectacle, notion. en quelque sorte. Ouais. On perd de l'information aussi, parce que quand on voit en 3D, prenez l'exemple d'une photo. Hein, je veux dire, entre la photo et vous ici, là, j'ai des informations supplémentaires que je vois en 3D. C'est ça la pertinence d'avoir un écran qui permet de voir en 3D pour ceux qui ont à prendre des décisions. Alors, si on veut prendre des décisions rapides et les meilleures décisions, c'est beaucoup plus facile de le faire en 3D. Donc on comprend que ça va un peu plus loin que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, parce que des écrans, des laptops en relief, sans lunettes, ça existe déjà. Exact. Et parce que vous vous destinez à des applications plutôt professionnelles. Oui, nous, pour l'instant, c'est que du marché professionnel. Donc, on a commencé à travailler avec les gens qui travaillent dans les SIG, donc les données géographiques là, qui sont en 3 dimensions, pour la planification urbaine, pour le contrôle des forêts, de l'environnement, des choses comme ça. Et là, récemment, on vient de signer un partenariat avec Dassault Systèmes. Donc, on est compatible avec la plateforme 3D Expérience. Oui, qui sont eux-mêmes très, très engagés sur toutes les techniques 3D. Tout à fait. Pour eux, c'était naturel de travailler avec une société comme la nôtre pour Mario, pour faire la ça. question qu'on va vous poser, Ouais. on est sur Tech & Co, une chaîne qui adore la tech. Expliquez-nous comment ça marche. Comment vous arrivez avec un écran sans lunettes, sans artifice en quelque sorte, à faire sortir des objets parce qu'on a connu la télé 3D. Avec Jérôme, on en a parlé pendant des années, pendant des heures. En long, en large et en travers, mais on n'a jamais été bluffé par cette technologie. Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça marche? Bien, écoutez, nous, on fait comme dans la vraie vie. Hein. Je veux dire, vos 2 yeux voient 2 images qui sont légèrement différentes. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on projette 2 images différentes à chacun de vos 2 yeux. Et c'est votre cerveau qui reconstruit la 3D. La particularité qu'on a, nous, c'est qu'on fait le suivi, si vous voulez, de l'utilisateur qui est devant l'écran. On détermine très précisément la position des 2 yeux et la distance par rapport à l'écran. Et là, on envoie l'information. Et on l'adapte en fonction du déplacement de l'utilisateur qui est devant l'écran. Donc, c'est une illusion, en quelque sorte. Tout à fait. C'est votre cerveau qui reconstruit la 3D, c'est pas nous. Mais là, l'équipement dont vous parlez, j'imagine, est très onéreux. Pardon? C'est très onéreux. Oui, ben ça dépend. Écoutez, pour la 150 000 €, Jérôme, enfin. Non, mais c'est une excellente question. Aujourd'hui, les professionnels qui l'utilisent et ceux qui prévoient l'utiliser, ce qu'ils prévoient, c'est d'avoir un gain de productivité entre 10 et 20 Ouais. Donc ils doivent investir combien? Ah, mais écoutez, on diffuse pas les prix comme ça dans le B2B. On fait pas comme... C'est top secret. Il n'y a pas de prix catalogue. Ouais, ben, mes concurrents ne diffusent pas leurs prix, donc je vois pas pourquoi je le ferais. C'est bien le B2B, Mario, mais est-ce qu'on peut trouver des usages grand public à ce type de produit? Ben, Sincèrement. Écoutez, oui, on est en discussion avec des éditeurs de jeux logiciels. Alors, eux, ce qu'ils veulent, c'est effectivement que le prix réduise de façon à ce que monsieur et madame puissent l'acheter. Donc, il y a déjà Acer, je crois, qui a un écran, en fait, l'écran d'un PC en 3D, justement. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, ben, écoutez, on a vu, nous, les performances. Bon, on n'est pas... Oui, il y a pas mal de choses qui existent, mais c'est pas le même niveau. Quoi. Non, exactement. Il n'y a pas le même... la qualité de la 3D n'est pas pareille, à la fois en termes de résolution, mais aussi en termes d'expérience. Vous savez, le cerveau est très sensible. Hein? Je veux dire, on parle souvent de gens qui portent des casques, qui vont avoir de la nausée, qui vont avoir de la fatigue. Bien, c'est parce que le cerveau n'apprécie pas l'expérience. Donc, il faut être très prudent avec ça. Avec cette technologie, souvent, il faut être en face de l'écran, ne pas bouger. Moi, par exemple, ça marche, mais Jérôme est derrière moi sur le côté, ça marche plus. Vous avez résolu ce problème ou pas? Non, pour l'instant, nous, c'est toujours un utilisateur à la fois, mais on n'a pas besoin d'être sur un X. Là. Je veux dire, la 3D fonctionne de à peu près 25 cm de l'écran jusqu'à 1 mètre.
Donc, si vous êtes dans cette zone-là, vous vous déplacez normalement comme... nous, c'est un outil de travail, hein, donc on a adapté à l'usage. En début d'émission, on parlait de réalité augmentée, réalité mixte avec HoloLens. Ouais. Est-ce que c'est une techno qui pourrait être utilisée dans des casques de réalité virtuelle, de réalité augmentée? Nous, on est plutôt dans la réalité virtuelle. On peut aussi, dans certains cas, parler de réalité augmentée. Écoutez, il y a toutes sortes de cas d'usage. On parle avec des cardiologues pour faire la planification des chirurgies. Donc, on parle ici d'imagerie médicale. On a des discussions aussi avec des gens qui font de la publicité, soit pour des lancements de produits, soit pour augmenter ou améliorer l'expérience client. Là, dans le truc ultime, ça serait d'avoir ça dans des lunettes pour voir flotter comme ça des objets en 3D. Ça pourrait arriver, ça, un jour? On pourrait arriver à cette technologie? Il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Nous, ce n'est pas le segment de marché qu'on cherche à développer. Voilà, c'est ça. Mais oui. J'aimerais poser la question à Arnaud en tant que porte-parole d'Orange. Oui. J'imagine que cette techno, ça vous intéresse, non? Oui, ça fait partie des technos pour l'ensemble des expériences immersives qu'on voit. On en voit beaucoup d'ailleurs ici à Vivatech cette année. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est de pouvoir l'apporter le plus rapidement possible aux entreprises et au grand public. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de co-innovation. Et on est très content d'avoir un grand nombre de sociétés qui viennent nous voir pour qu'on puisse justement passer du prototype à la solution commerciale. Et c'est tout le but de le réseau des 5G Lab et de ce 5G Lab hors les murs ici à Vivatech. Mario, ça aurait un sens, par exemple, d'avoir un film comme ça, de regarder un film avec cette techno? Tout à fait. Oui. Ça serait pas fatigant au bout d'un moment? Enfin, non, je veux dire, il y a un confort visuel qui est équivalent à un écran 2D? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, je vous invite après l'entrevue. On n'a pas eu le temps d'y aller avant l'émission, on va y aller maintenant pour essayer AI 3D. Merci beaucoup, Mario. Merci de m'avoir invité. Arnaud, vous vouliez rajouter quelque chose, non? Non, j'ai testé, j'ai trouvé ça bluffant, donc allez le voir. Bien sûr, voilà. Merci, si vous passez à Vivatech samedi, puisque samedi c'est ouvert au grand public, vous pouvez aller voir Mario de notre part. Voilà, vous dites que vous venez de la part de Tech & Co, il vous recevra bien. Tout à fait. Allez, merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci Arnaud, merci Mario et merci Arnaud en Paris également d'Orange. Voilà. Ouais, Jérôme, je crois qu'il nous reste 1 ou 2 minutes. Ouais. Ça serait peut-être pas mal de parler aussi d'une page qui se tourne dans le monde des nouvelles technologies avec un certain Internet Explorer qui était ton navigateur préféré en 1983. Absolument, j'avais 8 ans et demi. Tu avais 8 ans et demi, tout à fait. Bien sûr, avec ta souris, tu te baladais déjà sur Internet. Non, plus sérieusement, c'est une page qui se tourne quand même. Complètement, parce qu'aujourd'hui, 15 juin, c'est donc l'ouverture de Vivatech et c'est aussi effectivement la mort de Internet Explorer. Navigateur... Cela dit, il était un peu mourant ces derniers mois. Tu sais combien de personnes utilisent encore Internet Explorer? Je sais pas, je dirais zéro. Bill Gates. Je pense pas, non. 0,46% des internautes. Mon Dieu. Donc voilà, on en parle parce que c'était un mot... un petit clin d'œil. Voilà, c'était un outil quand même emblématique, mais ça ne représente quasiment plus rien, puisque, on le sait, Microsoft a remplacé Internet Explorer par Edge. Cela dit, Internet Explorer a eu ses heures de gloire. Mais bien sûr, c'était le premier navigateur. C'était le premier navigateur et Edge est loin d'avoir pris sa place puisqu'aujourd'hui, on le sait, c'est Chrome qui domine, suivi de Firefox et Edge de Microsoft est assez loin derrière. Donc, mais c'est vrai qu'à une époque, Internet Explorer était le premier navigateur utilisé, bien au-dessus de Firefox et de puis Chrome. Avant, il y avait Mosaic, mais ça, alors écoutez, on n'était pas nés. Enfin, François si, mais pas moi. Mosaic. Alors Mosaic, ça a existé, Mosaic. C'est vrai? Oui, bien sûr. Tout à fait. La culture de la tech, c'est Jérôme Colombin, mesdames, messieurs. Bon, voilà, c'est sur cette belle petite page d'histoire qui se tourne. C'est sympa quand même. Que se termine ce Tech Hebdo. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe d'Orange de nous avoir accueillis. C'est toujours un vrai plaisir que d'être là. Et puis, bien sûr, Vivatech. Ça sera jusqu'à samedi chez nous, sur la chaîne Tech & Co, avec énormément d'émissions. Village Startup, un deuxième Tech Hebdo qu'on fera sur le stand de la Poste. Tiens, ça va être intéressant aussi. Et plein d'autres choses. Donc merci de nous suivre et à très très vite. Salut à tous.